J'espère que tout le monde est encore alerte pour cette table ronde sur l'innovation. On n'est pas tout à fait dans la continuité des autres sujets, mais néanmoins, on parle d'immatériel et l'immatériel est partout. Et dans l'innovation, on est à peu près convaincu qu'il y a beaucoup d'immatériel. On est également convaincu, parce qu'on est à l'Observatoire de l'immatériel très optimiste, que, comme le disait un ami hier, l'innovation, c'est plus une solution qu'un problème. En tout cas, on aime à croire que l'innovation n'est pas un problème et que c'est plutôt porteur de solutions. Donc on va parler de tout ça avec chacun des intervenants et je vous propose, Maître Andrieux, et merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner à cette table ronde, de nous raconter en fait une affaire lors de laquelle vous avez plaidé et qui va nous montrer à quel point, avant même l'innovation, il y a le sujet de l'idée et à quel point l'idée finalement prime et est importante dans toute démarche. Est-ce que vous avez aussi comme conviction autour de l'idée et peut-être même quelque part l'idée que l'idée est protégeable alors qu'en droit on dit que les idées sont de libre parcours. Bref, si vous pouvez nous raconter et nous faire ce témoignage, je pense que ça nous permettra de nous plonger dans cette table autour de l'innovation. Merci beaucoup. Je vais vous parler d'une affaire, je vais vous parler d'art. Ça va changer un peu, j'ai compris que ce n'était pas forcément la thématique qui avait été abordée par tout le monde jusqu'à maintenant. Et je vais vous parler d'art autour d'une affaire qui concerne Maurizio Cattelan, qui est un artiste qui est généralement considéré comme important, en tout cas par le marché de l'art. Et vous avez là, je vois, en réflexion enfin, sur les écrans, cette image. Et cette image que vous voyez de dos, vous vous dites, ceux qui ne la connaissent pas en tout cas complètement, c'est ce que vous voyez quand vous entrez dans une exposition, dans une salle très grande, et tout au bout, plus grande que cet auditorium, vous voyez ce petit enfant agenouillé, puni, en train de faire sa prière, pour qui vous éprouvez sans doute un peu de compassion, et vous vous rapprochez au fur et à mesure, et ce qui va apparaître, c'est cette image qui est à droite ou à gauche avec le... c'est-à-dire qu'en réalité, cet enfant pour qui vous avez eu de la compassion, c'était Adolf Hitler. L'œuvre est une création de Maurizio Cattelan. La question qui peut se poser, c'est que Maurizio Cattelan ne réalise pas matériellement ses œuvres. Il l'a déclaré, je n'ai jamais tenu un pinceau, j'ai jamais tenu un matériel de sculpteur, et donc il fait réaliser ces personnages que vous voyez. Vous avez à la fois Hitler et Jean-Paul II écrasés par une météorite sous les yeux, et ça n'est pas lui qui a sculpté le petit Hitler, ça n'est pas lui qui a sculpté Jean-Paul II. Jusque il y a peu de temps, personne n'a jamais remis en doute le fait qu'il s'agissait d'œuvres de Maurizio Cattelan. Sauf que il y a maintenant 4 ou 5 ans, le sculpteur à qui Cattelan avait fait appel pour réaliser les figurines, les sculptures qui sont dans son œuvre, l'a attaqué, ou plus exactement a attaqué son galeriste et a attaqué la Monnaie où il y avait eu une exposition de Cattelan en disant « c'est moi qui ai réalisé les œuvres, c'est moi qui ai mis la main pour réaliser ces œuvres et par conséquent, c'est moi qui suis l'auteur. » Parce que comme il vient de vous le rappeler, il y a une vieille habitude, et peut-être plus qu'une habitude en droit français, qui consiste à dire que les idées sont de libre parcours et que c'est la réalisation matérielle qui compte. Et donc, on s'est retrouvé devant le tribunal, après des péripéties procédurales dont je vous passe le détail, la Monnaie ayant appelé Cattelan en garantie, a plaidé sur « mais qui est l'auteur de ces œuvres. Est-ce que c'est Cattelan? Est-ce que c'est Daniel Druet, puisque c'est le sculpteur dont il s'agit, qui appartient à un monde complètement différent
de celui de Catalan, puisque Daniel Druet a fait, après avoir eu le prix de Rome, a fait l'essentiel de sa carrière à 300 mètres d'ici, c'est-à-dire au musée Grévin, où il a réalisé des sculptures qui sont sûrement tout à fait intéressantes, mais dont on voit la différence fondamentale de nature avec ce que vous avez sous les yeux. Et donc, le sujet, c'est un vrai sujet d'idées. Est-ce que le fait que Catalan ait eu ces idées le protège, ou est-ce que les droits doivent appartenir à Druet? Le tribunal, malheureusement, vous savez, la vie d'un avocat, et quand on a une longue vie d'avocat comme moi, est faite d'un certain nombre de frustrations. Et l'une de ces frustrations, c'est qu'on dépend en partie des magistrats et que les magistrats ne répondent pas toujours aussi clairement qu'on voudrait. Mais ça, les uns et les autres, vous l'avez sans doute malheureusement expérimenté. Toujours est-il que on n'a pas eu une réponse aussi claire qu'on aurait aimé, c'est-à-dire qu'on a gagné le procès sur principalement des éléments de procédure, et que le tribunal n'a pas écrit noir sur blanc, les idées de Catalan sont ce qui fait l'œuvre. Ils auraient pu le faire. Il y a une petite tendance dans le jugement à évoquer la mise en scène qui a été faite, les choix de salles, de dispositions, d'éclairage, etc. de Catalan, mais on a du mal à amener les juges vers cette notion que les idées en tant que telles pourraient être protégeables. Alors, moi, je crois qu'on peut poser pourtant le problème de façon très simple. Si on se demande à qui appartiennent les droits sur l'œuvre, à qui appartient l'œuvre, non pas matérielle, bien entendu, mais sur la propriété immatérielle, il suffit de se dire que si il n'y avait pas Daniel Druet, Catalan aurait réalisé exactement la même œuvre et le public aurait vu exactement la même œuvre. Il l'aurait fait faire par un autre sculpteur. Il y a l'équivalent du musée Grévin et des sculpteurs du musée Grévin qui auraient réalisé quelque chose de tout à fait semblable aux personnages qui, au demeurant, ont été réalisés sur les directives et les instructions de Catalan et de son équipe qui les ont données à Druet. Alors que si il n'y avait pas eu Catalan, il n'y aurait pas eu ces œuvres-là. On aurait eu les sculptures que vous voyez au musée Grévin, mais vous n'auriez jamais eu ça. Alors ça, c'est bien ou c'est pas bien. Chacun son goût. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici serait prêt à mettre 17 millions pour acheter le hymne, le petit Hitler, comme quelqu'un l'a fait. Mais en tout cas, c'est une œuvre en tant que telle. Et finalement, ce qui compte dans cette œuvre, et c'est pas nouveau, ça fait quand même plus d'un siècle que les artistes sont entrés dans cette voie-là. Espérons que d'ici un siècle, les tribunaux y rentreront aussi. C'est l'idée. En fait, c'est le concept, et le concept, c'est l'idée. Voilà. Alors, c'était juste une histoire que je vous ai racontée, un procès que j'ai essayé de simplifier et de ne pas trop allonger. Maintenant, je vais laisser la parole à des gens sérieux qui vont revenir au centre de vos débats. Si jamais l'occasion s'en présente, comme je suis avocat, je serais ravi de ressauter sur le micro, mais je le laisse aux autres en attendant. Peut-être, puisque effectivement on vient de parler de l'idée dans le domaine de l'art, et on va pouvoir parler de l'idée dans un domaine qui est plus industriel, compte tenu du panel qu'on a sur cette table ronde. Je voulais partager peut-être en préalable une étude en fait que j'ai vue relayée par les Échos, qui a été faite en coopération avec Dealroom et le fonds de capital risque Axel, et qui montre qu'en fait les licornes sont de grandes pourvoyeuses d'idées. Et en fait, les plus grandes licornes sont aussi les entreprises qui essaiment le plus et créent à nouveau des startups. Il y a une sorte de mafia qui se constitue avec finalement des créateurs en entreprise qui eux-mêmes deviennent des créateurs d'autres entreprises et des sortes de pourvoyeurs d'idées. Donc si on prend par exemple en France, Criteo, Vestiaire Collectif, Blablacar, Doctolib totalisent une cinquantaine de startups qui elles-mêmes
ont ensuite essaimé. C'est la multiplication des petits pains, si j'ose dire. Et donc, il y a une vraie culture de l'idée. En tout cas, ça, c'est une forme de certitude. On pourrait parler quasiment d'artistes de l'entreprise qui eux-mêmes apportent une culture de l'innovation en entreprise. J'ai envie de vous poser la question à vous, Pierre Barnabé. Finalement, chez Soitec, est-ce qu'il y a cette culture de l'idée, cette culture de l'innovation? Ça, j'en suis quasi certaine. Et comment, finalement, vous faites fructifier cette culture et vous pilotez cet actif immatériel qu'est l'innovation? Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous m'entendez? Je ne sais pas si ça ne marche pas. Hein. Alors, voilà. Là, ça marche. Excusez-moi. Donc, effectivement, Soitec, on est très heureux de participer à une table ronde sur l'immatériel, parce que nous, on est vraiment dans le matériel, les matériaux même très purs, puisqu'on fabrique ce qu'on appelle des galettes en silicium, mais qui sont travaillées de telle manière qu'elles permettent effectivement de réduire la consommation en énergie dans nos téléphones, dont Soitec est présent dans 5 milliards de téléphones aujourd'hui dans les sacs et dans les poches. En fait, la quasi-totalité des téléphones aujourd'hui mobiles sont équipés de wafers, enfin de galettes en silicium Soitec, qui sont après transformés en composants découpés et insérés dans les téléphones. On est de plus en plus présent dans l'ensemble des voitures également, donc c'est une réussite française, mais mondiale, hein, totalement mondiale, puisque 95% de notre activité est en dehors de France en termes de chiffre d'affaires. En revanche, en termes de création de valeur, et c'est là que vient l'immatériel, la quasi-totalité des brevets que l'on dépose, on dépose 50 à 60 brevets par an. On a un portefeuille de 660 familles de brevets, 3700 brevets un peu partout dans le monde, donc c'est vrai, c'est très, très dynamique, et puis ça prend de plus en plus de place par de la France, et effectivement d'une volonté d'industrialiser. Alors, tout est sérieux, l'art est sérieux, pour moi aussi. Bien sûr, l'industrie est sérieuse, mais là où il faut qu'on soit sérieux, c'est dans la protection de ces idées, de ces innovations. Nous sommes dans une compétition totalement mondiale, qui, bien évidemment, vous lisez la presse comme moi, compétition qui se durcit chaque jour, où nous protéger est essentiel, et protéger notre innovation est essentiel. Mais c'est une course un petit peu sans fin, effrénée, mais qu'il faut organiser pour effectivement être efficace. Parce qu'une fois qu'on a déposé des brevets, ces brevets peuvent être copiés, donc il faut se défendre. Ils peuvent être utilisés pour être mis en valeur, et donc il faut aller plus vite. Et donc c'est une innovation permanente que l'on met en place pour s'assurer de ça. Alors comment on fait? Alors déjà, on commence par investir de l'argent. Tout commence un petit peu pas quand même par de l'argent, pour avoir des bons matériaux, pour avoir attiré des bons profils, pour avoir des bons partenariats avec des grands laboratoires de recherche dans le monde. Alors on travaille très très étroitement avec le CEA-Leti, mais avec d'autres laboratoires un peu partout dans le monde. Et ça se suit ensuite avec des qualités d'équipe et du collectif, parce qu'un brevet, bien sûr, est souvent déposé au nom d'une ou deux personnes, mais est souvent le fruit d'un collectif. Et après, c'est une méthode. Donc une méthode où, effectivement, l'innovation est systématiquement mise en valeur, où l'innovation fait partie de compétitions internes, où il y a des prix qui sont remis sur des bases régulières pour effectivement développer cet esprit d'innovation, et où effectivement il y a même un incentive parfois financier pour faire en sorte que ceux qui déposent des brevets effectivement sont récompensés et rémunérés à la juste valeur de leur effort. Et c'est une course permanente. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé des brevets, les équipes travaillent au coup d'après. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que la réussite de Soitec aujourd'hui, qui effectivement a dépassé le milliard de dollars de chiffre d'affaires, qui est en route vers 2 milliards, qui est devenu un standard, une référence dans les téléphones, les voitures, etc. La réussite de Soitec aujourd'hui, ce sont les brevets qui ont été déposés il y a 5 ans. Donc ça veut dire que les brevets qu'on dépose là, aujourd'hui, donc j'espère qu'on va en déposer une 60aine cette année, c'est déjà 10 de plus que l'année dernière, c'est j'espère 10 de moins que l'année prochaine, eh bien ça sera
le prochain milliard de revenus que l'on développera dans 5 ou 10 ans. Voilà. Ça, c'est ça qui est essentiel. Donc, c'est un moteur à la fois économique, mais aussi intellectuel, mais aussi matériel, parce que la réalisation de ce que la concrétisation des brevets que l'on dépose aujourd'hui, c'est 5-10 ans après. Parfois pas, d'ailleurs. Hein. Ouais, Et ça, il faut accepter la frustration. Les actifs immatériels sont des sucres lents. Je crois que c'est la conclusion de la journée. Merci Pierre Barnabé. On a parlé outils, propriété intellectuelle, on a parlé méthode aussi. Je ne sais pas si soit l'un, soit l'autre, c'est entre Sylvain et François-Xavier, vous avez envie de rebondir. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi faire. Oui, je pense que Pierre a dit énormément de choses très inspirantes et qui complètent finalement les propos introductifs. Moi, je dirais que entre l'idée et la création protégée, notamment par des brevets, parce qu'on a beaucoup parlé de brevets, il y a l'innovation justement, qui permet d'arriver du point de départ au point d'arrivée. Alors moi, je viens du monde de la propriété industrielle, qui permet de manipuler un certain nombre d'outils, des titres notamment, qui sont extrêmement codifiés. Donc il y a des règles. Et je dirais que la caractéristique, c'est que ces règles se sont constamment adaptées aux besoins de l'industrie. Donc il y a un réel besoin derrière, mais systématiquement en amont, il y a des inventeurs, des personnes. Donc on part d'une idée. Une idée ne suffit pas pour être une création brevetable. Il faut une équipe derrière qui innove et qui aboutit à une création. Et une des premières choses qu'on fait quand on dépose des brevets, c'est qu'on identifie la liste des inventeurs. Et justement, c'est une notion qui est extrêmement, qui paraît beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser. Dans le code, justement, il y a énormément de règles. Ça paraît tout bien clair. Et il y a, à mon avis, parmi les quelques trous, justement, la définition de l'inventeur. On ne sait pas tellement. Donc, chacun, quand on doit établir les règles, qui je vais mettre comme inventeur sur telle réalisation, on doit se poser quelques questions. Est-ce que c'est la personne qui pose le problème, qui a l'idée de départ, qui dit tiens, je vais aller dans cette direction? Probablement, ça suffit pas. Est-ce que c'est la personne qui exécute les instructions de celui qui finalement a conçu la solution au problème identifié? Probablement pas, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée et pas de valeur inventive. En revanche, celui qui conçoit et qui développe la solution justement au problème, quand il s'agit de technologie, il y a une solution technique à un problème, et donc on arrive à une invention qu'on peut breveter, et là on a un inventeur. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre une idée, une innovation, une création, et il y a des règles. Et on a la chance parce qu'en France, on avait les esquisses en fait, de notre code actuel. Jean de La Fontaine, à l'époque, avait écrit des fables qui nous permettaient déjà de répondre à un certain nombre de questions. Si vous aimez Jean de La Fontaine, moi je vous recommande Les Frelons et la mouche à miel, qui se termine par, parce que je ne vais pas vous la réciter, j'ai pas le talent d'un Fabrice Lucchini pour vous réciter les fables de La Fontaine, mais qui se termine par à l'œuvre, on reconnaît l'artisan. Et l'histoire de la fable en 2 mots, c'est des frelons et des abeilles qui ont la même idée de départ, produire du miel. Et les deux prétendent savoir le faire. Donc il y a 2 insectes rayés jaune et noir avec des ailes de taille approximativement identique. C'est très compliqué pour un juge, j'allais dire, à qui appartient l'idée de départ. Et donc il y a toute une fable très bien, et à la fin, avant d'arriver à cette morale, il y en a un qui a l'idée géniale de dire, finalement, mettez-vous au travail, produisez-moi le miel, et puis j'attribuerai finalement la réalisation au réel créateur. Et évidemment, les abeilles parviennent à faire du miel, et les frelons s'en vont en Asie. Voilà. Et donc, donc, je pense que le point commun entre toutes ces notions, idée, innovation, création, c'est création de valeur. Et pour moi, un actif immatériel, c'est probablement une ressource dans une entreprise qui n'a pas de substance physique, mais qui, à tous les coups, va générer ou génère déjà des bénéfices économiques. Donc c'est le point commun. Donc on a besoin de toute la chaîne. Tout ne se protège pas de la même manière, tout ne se valorise pas de la même manière. Je ne sais pas si on aura peu de temps pour parler de la valorisation, mais Pierre en a déjà un petit peu parlé. Mais c'est vrai que les outils de propriété industrielle permettent justement d'être des centres de profit, alors que l'idée de départ n'est pas protégeable en soi, parce qu'on ne va pas bloquer justement le progrès. Le deal, quand on dépose un brevet en tant qu'inventeur, c'est qu'on bénéficie d'un monopole de l'État sur sa création, sur son invention, mais on accepte que le contenu soit publié
dans le but justement que d'autres s'inspirent du texte, créent des perfectionnements, inventent sans cesse et fassent avancer la science. Et c'est pour ça qu'on en est là en 2022 avec des Soitec qui permettent d'avoir des smartphones dans la poche, alors qu'il y a un siècle, évidemment, on ne les avait pas. Mais on avait déjà le téléphone à fil. Je vais peut-être pas m'étendre parce que sinon on est là jusqu'à demain matin. Non, mais c'est hyper intéressant évidemment, et puis il y a une dimension en fait que j'aime bien de partage et de collectif finalement dans l'innovation. D'ailleurs, je pense que ça fait partie des nouveaux modèles d'innovation. Il se trouve que hier nous étions à une soirée en commun au Trophée de l'innovation de l'INPI, et j'ai remarqué que on avait de plus en plus d'entreprises qui montraient à quel point finalement une partie de leur innovation vient d'une forme de co-développement avec leurs clients. Donc, et non plus même avec des formes de partenariat ou autre, mais on est sur du produit qui est complètement co-construit entre le client et l'entreprise. Peut-être que Sylvain a des choses à nous dire là-dessus. En tout cas, le gimmick de la table ronde, c'était on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc là où on voudrait se rassurer, c'est savoir si effectivement ces idées, elles peuvent toujours venir. Est-ce que c'est une source infinie? Est-ce qu'on a là une richesse infinie, et comment on peut finalement faire en sorte de développer ces idées? Oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je suis enseignant-chercheur et j'essaie de comprendre en fait les pratiques de création, qu'ils soient en art, en business ou en sciences, et donc d'essayer de comprendre la similarité de ces pratiques. Et par rapport à tout ce qui a été dit, je vous propose de distinguer en fait différents enjeux sur les idées. C'est-à-dire, il y a des idées qui vont nourrir des processus d'exploitation, qui vont fabriquer de l'optimisation de processus existants, et donc on va faire mieux ce qu'on fait déjà. Donc peut-être que Soitec va faire encore mieux pour exploiter une activité connue, déjà existante. Ça, c'est absolument indispensable pour une entreprise, parce que sinon, elle ne fait pas d'argent. Maintenant, si vous faites que ça, vous allez pas aller très très loin, parce qu'en fait, le contexte social, technologique, économique, les concurrents vont faire évoluer en fait les règles, et c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'art. Et les grands artistes qui restent dans l'histoire de l'art sont des artistes qui n'ont pas été créatifs, mais qui ont été des grands créateurs. C'est-à-dire qu'ils ont remis en question des systèmes de valeurs qui cadrent les normes de performance. Donc, par exemple, Mauricio Catalan s'inspire fortement d'un artiste qui a créé une œuvre qui a fait date dans l'histoire de l'art au XXe siècle, qui est l'œuvre de Marcel Duchamp appelée Fontaine, qui est un simple détournement posé à la Société des artistes indépendants à New York en 1917 d'un urinoir. Et Marcel Duchamp va faire trois choses. Il va retourner l'urinoir, nommer cet urinoir Fontaine et le signer Hermut. Et évidemment, cette œuvre qui n'a aucune valeur, là on touche, en fait, quand vous avez quelque chose qui n'a aucune valeur a priori, qui n'est pas utile, c'est que vous êtes sur de la création. Vous n'êtes pas dans la créativité, parce que la créativité se définit par l'originalité et l'utilité, alors que la création se définit par une pratique qui va produire de l'improbable, qui peut transformer des systèmes de valeurs. Et donc quand ça émerge, on ne sait pas trop où on va. Et dans l'histoire de l'art, mais aussi du business, en fait, vous avez plein d'émergences comme ça. Au début, on ne sait pas ce qu'on en fait, on ne sait pas à quoi ça sert. Et donc là, dans ce genre de contexte, eh bien, ce qu'on retrouve effectivement, c'est des mafias, au sens de népotisme. Et vous savez, la bureaucratie au sens weberienne qui a permis de vraiment structurer des règles, des relations qui n'étaient pas dépendantes de liens d'amitié, etc., en fait, détruit le potentiel créateur, parce que cette création nécessite une forme de protection par des petits cercles, des cercles de collaboration, des cercles amicaux. Et si vous regardez l'histoire de l'art ou l'histoire du business, en fait, ou de la science, les gens sont, et y compris au XXIe siècle, on en est tout petits territoires physiques. C'est-à-dire que c'est des histoires qui se passent dans un café, dans un restaurant, entre des amis. Vous avez un prix Nobel d'économie qui s'appelle Herbert Simon, qui expliquait que pour faire de la grande science, il faut avoir des amis. Ce qui est quand même assez surprenant. Et effectivement, Herbert Simon est très ami avec Sayert et March. Ils ont beaucoup travaillé ensemble en tant qu'amis. Et si vous regardez, par exemple, les impressionnistes, ils dînaient ensemble. Donc il y avait Caillebotte, Pissarro, Renoir, Monet, ils travaillaient ensemble. Picasso, sans Braque, sans Kahnweiler, sans Apollinaire, ça n'existe pas. Et effectivement, si vous voulez comprendre l'histoire de la Silicon Valley, vous étudiez la PayPal Mafia. Donc c'est des gens qui ont créé PayPal. Donc il y avait notamment notre ami Elon Musk, dont on a parlé tout à l'heure, Peter Thiel, Max Lechvin. Ils ont vendu leur boîte 2 milliards de dollars à eBay 3 ans plus tard. Et en fait, tous ces petits entrepreneurs
qui sont devenus très riches, eh ben, ils ont créé LinkedIn, Facebook, Uber, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est des questions de relations, de confiance, d'intelligence, de réputation. Et donc, quand vous êtes dans la création, il y a une telle incertitude que vous ne pouvez pas en fait calculer la rentabilité possible. Et ceux qui le font de façon, peut-être pour vous vendre quelque chose, mais c'est absolument irrationnel, quoi, d'un point de vue mathématique et économique. Et donc, du coup, vous avez besoin de construire de la confiance. Et donc, par exemple, on parlait des licornes tout à l'heure. Si vous regardez en fait les licornes en 2017, 25% d'entre elles ont été cofondées par des gens diplômés de Stanford. Et après, les autres, c'est de Berkeley, Harvard. Voilà. Donc, on est dans des réseaux. On est dans des réseaux très très petits en fait, et effectivement le territoire et les liens en fait sont absolument déterminants. Et la question, si on veut être dans la création, c'est comment on va construire des organisations qui vont privilégier, entretenir ces relations de confiance amicales, interpersonnelles, étendues au-delà de l'entreprise finalement. L'innovation à l'esprit grégaire. Alors, on m'a fait signe qu'on arrivait quasiment à la fin et je sais que vous avez tous pas mal d'engagement. Ce que je vous propose, c'est peut-être chacun d'avoir un petit mot de la fin. Peut-être donc en clôture de cette table ronde de l'innovation. Est-ce qu'on est bien sur cette dynamique déjà d'optimisme que j'ai pu évoquer tout à l'heure? Oui, moi je confirme. Et d'ailleurs, pour aller dans le sens de ce qu'on vient d'entendre, une petite anecdote, rendez-vous 2020, vous vous rappelez qu'on était confinés une partie de l'année, et bien on a constaté que dans les mois qui ont suivi, il y avait moins d'inventions. Et dès lors que les vannes ont été rouvertes, que les gens ont pu se retrouver dans des labos, dans des centres de recherche, le stock est remonté. Donc c'est très vrai. Donc c'est plutôt rassurant, je trouve d'ailleurs, que la visio ne remplace pas les relations de travail dans ces milieux créatifs. Oui, pour être optimiste, moi je trouve que dans toutes ces chaînes, on retrouve le mot respect, protéger, comprendre. Et c'est des mots forcément qui inspirent et qui permettent de créer sans cesse. Et donc tant qu'on est dans ce milieu-là, dans le monde de l'innovation, on s'ennuiera jamais, on fera évoluer les règles et les lois. Et on ne voit pas de limite finalement. Donc je trouve que c'est très passionnant. Pour un petit point optimiste, pour moi l'optimiste c'est un pessimiste qui a un plan d'action. Donc je pense que face à un enjeu absolument incroyable qui est en face de nous, qui est effectivement de lutter contre le réchauffement climatique, arriver à inverser les choses, je suis absolument convaincu que la science et l'intelligence humaine collective va nous sauver, parce que on en est là, hein, la biodiversité est en danger et nous juste après. Mais je suis absolument convaincu que avec l'innovation et la science, nous allons continuer notre aventure humaine. Voilà. Et j'espère qu'on va continuer à penser que l'art peut y aider aussi. Je pense que c'est très sérieux en fait cette histoire d'art. Donc moi j'ai créé une méthode qui s'appelle l'art thinking, qui permet de créer de l'improbable avec certitude. Et en fait, si vous regardez l'histoire, les moments où le cours de l'histoire change, c'est l'improbable. Et aujourd'hui, le probable, c'est la catastrophe. Hein. Si vous regardez les modèles scientifiques, le probable, c'est la catastrophe. Et donc, comment on crée de l'improbable? Je pense que c'est la grande question. Et les artistes sont des gens qui savent et qui ont créé de l'improbable dans l'histoire. Et je pense qu'on peut apprendre beaucoup d'eux. Voilà, merci. Bon, ce sera le mot de la fin. Nous voilà rassurés et teintés d'optimisme pour ces grands défis qui nous attendent. Merci beaucoup à vous tous. Merci.